Salut mes poulets, salut mes poulettes. Salut Sylvie. Salut Bonjour Michel. tout le monde. Voilà, aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente. On ne fera pas de sport. Youhou! On peut, oui, on pourrait bien faire des triceps, par exemple. Non, aujourd'hui, on va faire un petit retour sur les 20 km de Bruxelles et l'Equiden, éventuellement aussi, les deux courses qu'on vient de réaliser. Pour ma part, c'était la première fois que je prenais part à une longue course et un marathon en équipe. Relais, ouais. Ouais. Donc, comme beaucoup de personnes m'ont demandé mes impressions, le retour, voir si ça avait été, on s'est dit que c'était une bonne idée de partager mon expérience, bonne ou mauvaise, et les conseils de Michel avisés, les conseils parce que lui... Quelques principes sur la spécificité des courses de fond ou demi-fond. Ouais, voilà. Donc, donner à tous l'opportunité d'avoir vraiment des conseils avisés et de pouvoir aussi nous rejoindre dans la préparation. Avoir, que ce soit en nutrition, que ce soit savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire, mon ressenti, voilà, de tout ce parcours. Voilà. Mais avant toute chose, comme toujours, le petit rappel. On va s'échauffer. Par exemple, en cliquant, en poussant le petit pouce bleu pour nous motiver. Et puis voilà, si vous regardez la vidéo, n'oubliez pas de nous donner votre retour aussi, puisque nous, on vous donne notre retour de ces 20 km. Et puis voilà, vous abonner, tout ça. Ici, c'est vraiment la vidéo où vous pouvez mettre un commentaire de comment vous vous entraînez, de votre expérience, de ce que vous attendez éventuellement. Voilà. C'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais, exactement. Donc, voilà. Petit débrief de mes 20 km. Alors, mes ressentis. Déjà, je suis super fière d'être arrivée au bout. Alors, si on prend l'ensemble de la course, 15 km super, 5 derniers, c'était le mental. Mais on m'avait déjà prévenu. J'avais déjà testé toute seule en amont de faire 20 km ici, chez moi, mais toute seule, c'est pas la même chose qu'en compétition. Je suis vraiment partie trop vite, je pense, malgré que Michel m'avait dit, voilà, si tu te mets à tel endroit dans la course, tu pourras gérer en 2h15, je pense, tu m'avais dit. On était parti sur 2h15. Donc, on peut peut-être partir des circonstances, comme ça aidera peut-être à comprendre pourquoi il y a eu des petits bugs en chemin. Donc la course de 20 km de Bruxelles, c'est une course vraiment de masse. Cette année-ci, j'ai vu que sur les inscriptions, ils avaient passé 48 000 inscrits. Donc les coureurs sont répartis par box de Barrière-Nadar dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Et on fait partir les box un après l'autre par temps espéré sur le parcours. Donc les plus rapides partiront les premiers et les moins rapides partiront plus tard. Mais il y avait tellement d'inscrits que même par box, ils ont fait des vagues de départ. Donc du coup, notre heure de départ a été décalée et on a pris 1 heure de retard dès le départ. Ça pourrait ne pas être important, mais ici, sachant qu'on est parti vers 7h moins quart le matin pour se rendre à Bruxelles, que le départ devait avoir lieu à 10h et qu'on est parti à 11h, le délai entre le petit déjeuner et le début de course a vraiment été très long. En plus, pour ne pas arranger les choses, avant de partir, on a eu la drache nationale et on a attendu pendant 1 heure sous la pluie. Donc de nouveau, consommation d'énergie sur l'énergie, le peu d'énergie du petit déjeuner. Donc ça peut déjà aider à comprendre. La panne sèche en fin de parcours. Voilà, on tombait un peu court au point de vue énergie. Oui, donc voilà, ça c'est vrai qu'en fin de parcours, donc autant en début de parcours, je me suis sentie vraiment pousser des ailes sur les baskets. Je me sentais vraiment bien, malgré que Michel m'avait dit, voilà, si tu suis les repères, donc si on suit les drapeaux. Parmi les coureurs, on a des coureurs repères qui courent avec un petit fanion. Et les 2 fanions qu'on suivait, c'était des fanions qui donnaient une allure pour terminer en 2h15.
Et pendant plus de 10 km, on les a suivis. Et j'ai dû avertir pour ne pas les dépasser même régulièrement. Donc, voilà. Malgré ça, je les ai dépassés. Et du coup, vu le déjeuner qui était bien loin dans les chaussettes, comme je les ai dépassés, probablement que j'ai encore consommé trop de carburant. Et donc, je pense que là où j'ai été vraiment dans le mal, je crois que ça doit être kilomètre 17, où j'ai vraiment chuté, au sens littéral. Perte de performance. Perte de performance, où oui, je devais me concentrer pour mettre un pied devant l'autre. Je gardais un certain rythme de course, mais qui devenait de plus en plus lent. Et je sentais vraiment, mon ressenti, c'était que j'avais la tête qui tournait. J'avais des vertiges, quoi. Une vraie faiblesse, quoi. Ouais. Au niveau musculaire, oui, c'est éprouvant. Mais ça, je peux gérer. Je sentais que ça, c'était quelque chose que j'avais vu sur les 20 km que j'avais fait toute seule. Je me préparais à avoir les 5 derniers kilomètres à faire au mental, mais au mental contre, je vais dire j'ai pas envie de dire des douleurs physiques, mais des fatigues physiques. Une fatigue gérable. Oui, une fatigue qui est gérable. Mais de nouveau, la différence entre ici et là-bas, ça, on le sait une fois qu'on les a fait une fois, les 2-3 derniers kilomètres sont en faux plat ou en côte. Donc on doit garder une petite réserve d'énergie pour finir en beauté. Oui, j'ai fini en beauté, on peut le dire, en léchant le sol. Plus ou moins. Donc voilà, ça fait un tas de facteurs qui font que ça a été plus compliqué que prévu. Mais j'en ressors quand même positive avec l'idée de me dire je baisse pas les bras, j'ai envie de remettre le couvert, de refaire l'expérience, mais cette fois-ci de me préparer encore mieux. Alors c'est sûr qu'on avait fait on vous avait partagé des vidéos de préparation en salle. On a fait des préparations d'extérieur, de course, de trail. Le trail des 15 km à Ucorn, moi franchement j'ai adoré et j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de panne, j'ai vraiment bien géré la course avec le conseil de Michel où je ne dépassais pas les fréquences cardiaques, j'essayais vraiment de respecter la vitesse et je suis sortie de ces 15 km avec zéro douleur. Alors que dans un trail, il y a beaucoup plus de dénivelé qu'on n'avait pas ici sur les 20 km de Bruxelles, mais on était dans une plage de temps, de longueur d'effort de 15 km. De nouveau, on arrive au moment où l'énergie a commencé à manquer à Sylvie sur les 20 km. Voilà, ouais. Et quand je l'ai fait toute seule, ici, je l'ai fait beaucoup plus lentement, les 20 km, ce qui fait que j'ai pas eu de panne de carburant. Et je pense aussi que l'erreur, maintenant si on veut passer dans la partie gestion de l'hydratation, de l'alimentation pendant la course, déjà avant, comme Michel a expliqué, il y a eu l'heure de retard. Ça c'est indépendant, on ne pouvait pas le prévoir. Non. Donc voilà. Le fait d'être dans le mal à un moment donné, j'ai jamais eu le courage ni la force de me dire, j'ai dans mon sac mon camelback, je cherchais le mot, j'avais une banane. Ma poche à eau en français. En poche à eau. J'avais une banane parce que je suis partie sur le même raisonnement que quand j'ai fait mes 20 km toute seule. J'avais des oléagineux dans des petites poches vraiment accessibles facilement. J'avais ma banane dans mon sac à dos. J'avais ma poche à eau avec une boisson isotonique. Michel m'avait dit oui, quand tu pars courir au-delà de 10 km ou même déjà à partir de 10 km, il faut t'hydrater toutes les 10 minutes, 10-15 minutes. Donc en le faisant toute seule, je l'ai fait. J'ai vraiment bu régulièrement, j'ai mangé mes oléagineux qui étaient avec des cranberries, donc c'était des oléagineux sucrés. Donc tout ça sur le 20 km toute seule, je l'ai fait. J'avais un carré ou deux de chocolat noir. Ma banane, je l'ai eue en fin de mes 20 km qui m'a vraiment bien aidée pour finir la marche. Ouais. Mais ça,
à la compétition, j'ai foiré. Ma banane, je ne suis jamais allée la rechercher parce que j'avais l'impression que je n'y arriverais pas. Au moment où j'ai pensé il faudrait que je mange cette banane, c'était trop tard. Je n'avais plus l'énergie d'aller ou de demander même à Michel, va me la chercher dans mon sac en courant parce que focus, je ne voulais absolument pas m'arrêter. Je voulais si je me disais que si je me mettais à marcher, j'allais foirer tout. Et donc, mais ça n'aurait rien changé, je pense, parce que voilà, étant descendu trop bas dans les réserves d'énergie, même avoir le réflexe de se dire maintenant je mange du sucré, maintenant je reprends un petit boost, le temps de l'assimiler, elle n'aurait jamais regagné le niveau d'énergie nécessaire pour finir plus facilement. Ouais. Ouais. Donc voilà, le conseil de Michel, c'était du coup, pour la prochaine, ce serait de manger plutôt des réserves de sucre. Plutôt dans le sens de préférence. Pas plutôt, encore plutôt. Ouais. Au niveau d'hydratation, je pense que ça, j'avais bien géré parce que j'ai vraiment essayé de boire des petites gorgées régulièrement. Mais de nouveau, si tu es trop bas, comme je suis allée trop loin dans tout, l'hydratation n'était plus assez... On n'aurait pas pu récupérer, revenir dans les limites raisonnables. Voilà. Et oui, au niveau du cardio, j'ai tenu pendant 15 km, non 10 km. Je dirais 10 km à l'aise. De 10 à 15, ça a commencé à... Une petite dérive cardiaque, gentiment. Et que je n'ai plus... Pour le même effort, en fait. Oui. Pour la même allure, mais je pense que l'effort commençait à augmenter tout doucement du fait de la perte d'énergie qui s'annonçait déjà. Ouais. Et donc là, j'avais beau essayer de regarder mes pulsations, il n'y avait pas moyen que je les stabilise ou j'arrive à les faire redescendre. Donc ça montait. Et aussi ça, mentalement, ça commençait à user, et à m'énerver. Donc si je m'énerve, fatalement, mes pulsations montent encore plus. Donc voilà, ça c'est le petit débrief. La semaine suivante, on a fait l'équidène qui, là, paradoxalement... Déjà, moi, je ne faisais que les 7. Je faisais la clôture de l'équidène. De nouveau, le principe de l'équidène, c'est un marathon qui se court en équipe de 6. Donc, 3 équipiers font 5 km, 2 équipiers font 10 km, et la dernière termine par un 7,2 pour faire 42 km 200. Voilà. Donc, de nouveau, on arrive dans une longueur d'effort beaucoup plus courte, mais plus intensive, mais que tu peux gérer. Je gère. C'est plus dans ton expérience régulière. Voilà, ouais, c'est ça exactement. J'ai beaucoup plus d'aisance à me dire ok, je peux fournir un effort et même garder un peu de réserve et encore arriver à accélérer à la fin, même si j'ai donné. Mais que 20 km, c'est pas dans mes habitudes. Donc ici, l'idée, c'est de donner des conseils. Donc Michel va vraiment nous éclairer sur tout ce qu'il faut mettre en amont. C'est-à-dire si l'année prochaine, vous voulez participer avec nous aux 20 km, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, concrètement? Pour bien démarrer la préparation et avoir une préparation régulière, profitable dans un an. Un an, moins 3 semaines. En moins 3 semaines, ça va, on est large. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que tu nous conseilles? Ici, on peut parcourir ensemble un petit plan que j'ai fait et que tu pourras joindre à la vidéo, comme ça tout le monde pourra le voir chez soi. Donc ici, la première chose pour courir, sérieusement, je veux dire, pour pouvoir gérer sa course ou son entraînement, quelque chose qui est vraiment, quasi indispensable, c'est un cardio-fréquence-mètre. Donc soit une belle petite montre. Voilà, une montre ou une montre connectée ou un système ceinture et montre, mais un appareil qui va donner en temps réel et au long de l'entraînement ou de la course les pulsations. Parce que certaines montres connectées donnent les pulsations pendant 3 secondes et puis passent à un autre affichage, ça n'est pas utilisable. Donc une fois qu'on peut voir, quand on le veut, tout au long de la course, ces pulsations, à ce moment-là, on va pouvoir gérer et l'entraînement et l'effort. Donc, ici, je vais te montrer
les principes. Donc, pour pouvoir gérer les plages d'entraînement, dont on va parler après, on a besoin de connaître deux choses. C'est la fréquence cardiaque maximale, qui est propre à chacun, personnelle, la fréquence cardiaque de repos, et de là, on va pouvoir calculer une fréquence cardiaque de réserve. Et ici, donc, la fréquence cardiaque maximale, sur les montres connectées, sur les cardiofréquencemètres, on fait un effort régulièrement en allant bien au maximum de ses possibilités. Et alors là, sur 2 ou 3 jours, on aura vraiment là où le cœur peut monter. Maintenant, il y a une méthode plus sûre, moins précise, mais qui peut aider à avoir une bonne idée. C'est une formule, donc c'est 208 moins 0,7 fois son âge. Donc ici, je prends le cas d'un homme de 60 ans, que je ne citerai pas. 208 moins 0,7 fois 60, j'arrive à 166. Ça, c'est la fréquence cardiaque maximale attendue. Donc, mon cœur ne devrait pas dépasser 166. Maintenant, comme je connais ma fréquence maximale réelle, elle est de 175. Donc ici, on se rend compte déjà qu'une différence de 9 pulsations qui va se répercuter dans toutes les plages d'entraînement. Donc on ne sera pas vraiment au maximum dans les plages idéales pour vraiment profiter de l'entraînement. On sera toujours un peu en dessous. Maintenant, si le but c'est de courir en progressant, mais sans se faire trop mal, il n'y a rien de mal fait. Donc, ma fréquence de repos, donc ça, on la prend au réveil le matin. Donc, les montres connectées peuvent aussi faire une surveillance pendant 24 heures des pulsations. Mais pendant le sommeil, on va descendre trop bas. Ce n'est pas vraiment une fréquence de repos, c'est vraiment, à ce moment-là, on est inerte. Ici, il faut la fréquence de repos, par exemple, comme on est maintenant assis au repos, et prendre ces pulsations ici plusieurs fois pour avoir une moyenne juste, pas le plus bas qu'on n'a jamais atteint dans sa vie, ce n'est pas exploitable. Donc ici, ma fréquence de repos est de 49 pulsations. Donc de là, on peut déduire la fréquence cardiaque réserve, c'est max moins repos, c'est-à-dire 166 moins 49, j'arrive à 117. Donc maintenant, dans les plages, on va voir qu'on court à 60%, 70%, 80 ou 90% de ces valeurs-là. Donc si je dis je cours à 60%, je prends 0,6 fois la fréquence de réserve plus la fréquence de repos, donc j'arrive à 119. Si je me base sur la formule de l'âge, sinon un peu plus réel, j'arrive à 125. Donc ça, c'est toi, c'est ta formule à toi propre, c'est 125. Si on fait une estimation qui est par rapport à ton âge, mais qui n'est pas précise, générale mais moins personnelle, ouais, c'est 119. 119. Donc ça veut dire, comme on va parler plus tard, on court dans la zone 2, donc c'est la zone d'endurance, on va se baser justement sur ces 60%. Donc si je me base sur la formule générale, je vais courir, je vais essayer d'arriver dans des pulsations qui sont à 119 ou en dessous, alors que idéalement, pour moi personnellement, 125 serait plus adapté, serait plus juste. Ici maintenant, ça c'est l'aspect théorique. On ne doit pas tellement se tracasser de faire des maths pour pouvoir s'entraîner. Ici, vous allez avoir un lien, donc c'est calcul-fréquence-cardiaque.fr, et c'est un site internet qui va vous donner les calculs qu'on vient d'expliquer maintenant. Vous mettez simplement votre âge, la fréquence cardiaque maximale, minimale, et en dessous, vous allez avoir un tableau avec les 5 zones expliquées et personnalisées en fonction de vos pulsations. Donc ici, voilà, si je reprends le tableau, donc un homme de 60 ans, 175, 49 pour les deux fréquences cardiaques. Donc on va avoir 5 zones. Je viens d'expliquer. Donc la première zone, c'est la zone de récupération. C'est une zone dans laquelle on ne s'entraîne pas. On récupère d'un effort ou on a une activité, mais on ne doit pas en attendre une adaptation du corps. On va dire que c'est comme quand on fait une séance de pilates. Par exemple, voilà. C'est un travail léger, ouais, mais le corps ne doit pas s'adapter. Donc on travaille 50% de sa capacité cardiaque. Là, c'est vraiment du quotidien. Le corps ne doit rien faire pour pouvoir s'améliorer et s'adapter à cet effort-là. Ensuite, on a la zone 2, la zone d'endurance. Donc, ici, dans mon cas, on sera entre 125 et 136 pulsations. Là, c'est la zone qu'on doit utiliser le plus souvent. Donc, je dirais 80% de l'entraînement à la course. Donc ici, on ne parle que de course. On ne va pas parler de fitness ou de HIIT. C'est vraiment pour la course.
pour avoir une amélioration, pour que le corps puisse s'adapter et s'adapter à des efforts de longue durée, on doit travailler dans cette plage-là. Donc là, ce que j'appellerai ici, pendant toute la vidéo, la zone 2, la zone d'endurance. Ensuite, on a la zone 3, la résistance 12, donc, qui pour moi est entre 137 et 149. C'est la zone dans laquelle, si on court à la sensation de faire un effort, mais je fais un effort léger, on va souvent se retrouver dans cette zone-là. Et c'est la zone qui est la moins profitable, en fait. C'est du tout venant, mais ça n'aide pas à améliorer ses performances, comme on va voir la zone 4 et 5, ou à améliorer son endurance pour aller plus loin, courir plus longtemps, comme la zone 2. En gros, si je te comprends bien, la zone 3, quelque part, on se fatigue, mais on n'a aucun résultat. Ouais, c'est ça. Mais on fatigue son organisme, dans tous les sens du terme. Ouais. Et donc, si on prend en course, tu ne vas pas augmenter tes capacités à faire un entraînement de longue haleine, enfin de longue durée, et tu ne vas pas augmenter ta vitesse. La vitesse, non. Et à la limite, si on voulait le remettre dans le sport que moi je donne en salle, limite, tu ne développes pas la masse musculaire. On n'améliore rien, on utilise l'acquis. Et on est au-delà de ce que le corps peut donner sur du long terme. Donc oui, ça peut être utile, non, même pas pour perdre du poids. On va brûler plus de graisse en revenant en zone 1 et 2 qu'en étant dans cette zone-là. Ouais, non, vaut mieux, si en but de perte de poids, vaut mieux soit travailler très longtemps en zone 2, ou alors faire un entraînement intervalle training où on va vraiment monter, puis redescendre, monter, puis redescendre, monter, puis redescendre. On va rester dans le même principe, c'est 2 ou 4 et 5. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc naturellement on peut en parler alors de la zone 4, la résistance dure. Donc pour moi c'est entre 150 et 161 pulsations par minute. Donc ici on parle toujours par rapport à mon maximum de 175. Et là on va en parler après. Quand on aura l'expérience de plusieurs mois, années, où on a travaillé en endurance, que le corps s'est renforcé, s'est adapté, les tendons se sont adaptés, la capacité pulmonaire s'est adaptée, à ce moment-là, on peut dire, si on veut faire de la vitesse, s'améliorer en vitesse, je vais intégrer des protocoles qui utilisent la zone 4 et 5. Là, on va vraiment demander au cœur de travailler. On va faire du vrai cardio. Et là, on travaille dans ces zones-là. Et alors, la zone 5, c'est la zone rouge de 162 à 175. Ça, c'est le maximum. Donc, on est entre 90 et 100% de capacité cardiaque. Là, on peut en intégrer dans l'entraînement, si on veut faire de la vitesse, mais pas trop. Donc ici, moi, ce que j'ai appris quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était utiliser 80% du temps d'entraînement dans la zone 2, 20%, 20-30% dans la zone 4 et alors vraiment un maximum de 10% dans la zone 5. Ce qui en termes de timing, imaginons quand tu dis que tu faisais ça, tu prenais quoi en temps? Si tu faisais 10 km? Ce n'est pas par séance, on va dire sur la semaine. On va faire par exemple, si on fait une séance tous les 2 jours, on va faire 2 séances ou 3 séances en zone 2 et on va se faire une séance par semaine où on va vraiment tirer dedans. Ouais, voilà. Pendant une demi-heure, ça n'a pas d'importance. Oui, enfin, ça dépend. Il y a différents types d'entraînement et alors c'est toujours je dirais un maximum d'1 heure, mais ça dépend de l'âge de la personne, sa capacité, sa morphologie. Donc, ici, moi, je sors, mes sorties font entre 1 heure et 1 heure et demie, sortie de course. Sauf les sorties longues, comme hier, c'était 3h30 par exemple. Mais là, c'était à 30 km. Donc, on en est loin. Ouais, mais non, c'est le principe. Ouais. Donc ici, maintenant, aussi une chose qu'on entend souvent dire, ou les gens qui n'ont pas l'habitude de courir, même moi qui ai l'habitude de courir, mais je ne m'y suis jamais fait, les montres, les cardiofréquencemètres vont donner, pour la course, enfin si elles intègrent un GPS, elles vont donner une allure. Donc l'allure, c'est un temps par kilomètre. Donc on fait 7 minutes au kilomètre, ou 5 minutes par kilomètre. Mais naturellement, nous, on est plus habitués à avoir une vitesse. Et la vitesse, ce seront des kilomètres/heure. Donc ici, il faut faire la conversion. On se fait un petit tableau. Le tableau sera ici dans le petit document.
où 60 divisé par l'allure donne la vitesse. Donc ici, par exemple, quelqu'un qui court à 10 minutes au kilomètre fera du 6 km/h. Voilà. Mais si je fais 8,30 au kilomètre, je ferai du 7 km/h. Si je fais 5 minutes au kilomètre, je ferai du 12 km/h. Ouais, moi, c'est pareil, hein, ça ne me parle pas du tout. Les minutes, si j'ai une montre qui me montre, qui m'affiche les minutes au kilomètre quand je suis en train de courir, ça me perturbe, ça m'énerve, parce que j'ai vraiment besoin de savoir les kilomètres/heure. Et je ne peux pas, quoi. Il me faut une montre. C'est vraiment un critère pour moi, acheter ma montre. D'avoir la vitesse. D'avoir la vitesse, parce que si j'ai une montre qui ne peut pas me montrer la vitesse, c'est pas celle-là que je vais choisir. C'est une question d'expérience. De nouveau, tout comme on peut se dire, voilà, j'ai la vitesse affichée sur ma montre, sur mon compteur, je cours à 11 km/h, pendant 1 km, je ralentis un peu, je suis à 10,5. La personne qui est habituée à avoir l'allure fera exactement la même chose par rapport à son 7 ou 7,30 ou 27-25. Donc c'est vraiment une question d'expérience. Ouais. Donc ici on a parlé de la nécessité d'avoir un cardiofréquencemètre, de comment établir ses plages et éventuellement son allure. Maintenant on fait le lien entre les deux. À une allure bien précise va correspondre une fréquence cardiaque à l'effort. Donc ici maintenant il faut sortir quelques fois pour pouvoir faire sur du plat pour des courses, style les 20 km, pas pour le trail. Le trail, l'effort change tellement régulièrement, change tout le temps, on ne sait pas établir une allure pour une fréquence cardiaque. Donc ici au moins à l'entraînement, trouver un parcours qui nous plaît, qui nous correspond, où la vitesse peut se stabiliser. Alors là on établit la vitesse. On fait le lien entre la vitesse et la fréquence cardiaque. Et ainsi, on pourra dire, voilà, si je veux faire une sortie de 1 heure en zone 2, je cours à telle allure. Et alors, régulièrement, on s'entraîne à cette allure-là, sachant qu'on va avoir cette fréquence-là. Ce qui permet de ne pas se blesser, quelque part. Tout à fait. Donc, et de ne pas se dégoûter. En gros, c'est aussi un peu ça l'idée, c'est de vous donner une ligne de conduite pour vous aider à progresser et à apprécier les sorties. Ça fait partie c'est avoir envie de ressortir la fois d'après. Si on est dégoûté par la première sortie ou par une sortie par semaine, on n'aura pas envie de faire une deuxième. Et du coup, si on n'a pas un nombre d'entraînements suffisant par semaine, on ne progresse pas non plus. On ne progresse pas, on se blesse, on a mal, on ressort de la course où on a des raideurs musculaires tellement intenses parce qu'on a trop donné et qu'on a finalement, même d'autres séances de fitness, on n'est même plus capable de venir les faire. Parce que quelque part, ok, j'étais dans le mal avec les 20 km parce que j'avais la tête qui tournait, parce que c'est vraiment ça, c'est la tête qui tourne. Mais le lendemain, j'ai donné cours. Ici, en plus, c'est exceptionnel. Quand c'est une course, c'est un événement, on peut se dire, on se donne 2 ou 3 jours pour s'en remettre. L'entraînement doit être régulier. L'entraînement, c'est au quotidien. C'est un nombre de séances dans la semaine. Ouais. Donc ici, c'est de nouveau les conséquences positives de s'entraîner en zone 2. C'est, comme tu disais, on ne va pas se blesser, on ne va pas se surentraîner. Donc le surentraînement, c'est trop demander à son corps par rapport à ce qu'il est capable de faire. On va atteindre soit une fatigue nerveuse, soit une fatigue physique qui va amener une tendinite, une fracture. Une fracture de stress. Des choses à éviter. Donc, comme j'ai entendu dire, que j'aime le répéter, on s'entraîne suivant ses tendons et pas son ego. Donc même à l'entraînement, on se dit je peux faire un peu mieux, je peux faire un peu mieux. Non, on est en entraînement, le temps ne compte pas. Régulièrement, quand on allait courir, je demandais où en es-tu dans tes pulsations. Je suis à telle vitesse ou à telle allure. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les pulsations. Ce qui compte, c'est seulement les pulsations. Et c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant de se dire j'ai envie d'aller un peu plus vite, j'ai envie de... Je dois encore ralentir, j'ai l'impression de ne pas avancer, je dois encore ralentir. Parce qu'on construit quelque chose, on construit l'entraînement pour la longue distance qu'on utilisera après. En fait, on met les briques sur les fondations et si on n'a pas fait des bonnes fondations... on bâtit sur du sable. Ouais, voilà. Donc, c'est important. Donc ici, donc on a parlé de l'entraînement de base, l'entraînement pendant plusieurs mois si on débute, vraiment adapter son corps à l'effort de longue durée ou même à la course. On n'est pas nécessairement fit pour la course dès le départ. Et si on veut
s'améliorer en vitesse. Alors, après cette expérience-là de plusieurs mois, peut-être même une année, et qu'on a toujours envie d'aller plus vite, alors on peut intégrer des protocoles de vitesse. Et ici, par exemple, j'ai un protocole de 4x4. Donc, dans la séance, on va dire une séance d'1 heure, on va commencer par un échauffement en zone 2, ça sera la base, vraiment amener le corps à pouvoir faire un effort, hein, donc augmenter la température, l'irrigation musculaire. Et puis, pendant 4 minutes, on va travailler en zone 4 ou 5, donc c'est vraiment un effort très intensif, au-dessus de 80% de la fréquence cardiaque maximale. 4 minutes. Après 4 minutes, on redescend en zone 1, donc la zone de récupération, pendant 4 minutes. Et on répète ça sur la séance, on répète ça 4 fois. Ah ouais, donc là, limite, tu vraiment... passes de la marche, ouais. Tu termines par de la marche pour revenir à un petit une petite course. Sur 100-200 mètres, on prend une allure soutenue, et puis alors on va vraiment fort, sur 4 minutes, et puis alors c'est vraiment un intervalle training. Et alors on terminera alors de nouveau par un retour au calme, zone 2, zone 1, et puis les étirements, et ça donne une séance. Donc, dans cette séance-là, qui sera une séance intensive, on n'intègre pas ni de notion de temps, je dois faire encore plus longtemps, ou de distance, je dois faire telle distance. Ici, on se consacre vraiment au travail du cœur sur une période donnée, fractionnée. Donc ça, c'est un exemple. Des exemples ainsi, on peut en trouver partout, c'est vraiment pas difficile. Donc ça, ce sont les principes de l'entraînement. Maintenant, basé sur les fréquences cardiaques, on peut aussi, le jour de la course, utiliser sa montre pour savoir où on en est, jusqu'où on peut soutenir un effort, lié à la durée de la course aussi. Donc, par exemple, ici, vous verrez, donc, en moyenne, on peut espérer tenir sur un 10 km, donc, relativement court. On peut monter très haut dans les pulsations. On peut se tenir 90 à 95% de sa fréquence cardiaque maximale. Si maintenant l'effort est plus long, comme un 20 km, un semi-marathon, ce qu'on peut espérer tenir, ce sera plutôt un 85 à 90%. Il ne faut pas espérer pouvoir aller tenir un rythme aussi rapide pour le cœur pendant aussi longtemps. Maintenant, des athlètes confirmés vont le faire facilement, c'est le but de leur entraînement. Ici, on parle de monsieur gens et madame tout le monde, qui veulent profiter de la course. Et alors, sur un marathon, sur un 40 km, on va de nouveau descendre et espérer tenir 80-85% de sa fréquence cardiaque. Donc ici, au fur et à mesure des séances qu'on va faire, on va de plus en plus précisément lier la fréquence cardiaque à laquelle on court à la vitesse, enfin l'allure à laquelle on court, et à la distance à laquelle on peut courir. Et ainsi, au fur et à mesure, on va s'adapter, on va mieux se connaître, on va pouvoir peut-être monter un peu plus haut dans les pulsations, et comme le corps s'habitue, on peut éventuellement refaire les calculs en se disant, voilà, ma fréquence de repos va aussi peut-être changer, donc du coup ma fréquence de réserve va changer, donc je peux de nouveau revoir mes zones. Voilà. Augmenter dans tes zones de Z1, Z2, Z3, Et l'idée aussi, c'est de se dire qu'il ne faut pas se tracasser si on débute, qu'on court vraiment lentement. C'est le plus sûr, c'est l'entraînement le plus safe, c'est courir trop lentement par rapport à courir trop vite et bousiller tout ce qu'on est en train de construire ou se blesser. Voilà. Oui, donc, et au niveau alimentation, donc ici, oui, pendant la course, donc on peut aussi gérer sa course non seulement par rapport à ses fréquences cardiaques, mais aussi par la manière d'aider son corps à fournir l'effort pendant la durée de la course. Donc ici, le principal carburant du corps à l'effort, ce sera le glycogène, qu'on va aider à construire par une prise de glucides. Ici, j'ai lu qu'on recommandait 30 grammes de glucides par heure. Donc régulièrement, prendre des sucres ou alors des boissons isotoniques. Isotoniques, oui. Mais donc, dans mes 20 km, j'aurais dû avoir dans mon alimentation plus de trucs vraiment sucrés, quoi. Style barre de céréales, on voit maintenant régulièrement, mais c'est peut-être un peu plus la mode des gels. Les gels ont l'avantage pour les trails ou les longues distances, c'est de l'énergie très concentrée et dans de petits emballages par rapport à une barre de céréales. Et ça ne produit pas de déchets pendant l'effort.
plus facile à ingérer. Voilà. Ouais. Et alors, boire. Boire avant d'avoir soif, boire régulièrement. Ouais. Ouais, ça c'est vrai 10 à que... 15 minutes. Et ça, même si on sort du plan course, boire, c'est vrai, comme tu dis, boire avant d'avoir soif, même en salle, il faut boire régulièrement. Parce que si on n'a plus assez d'eau, si on ne boit pas Si on assez se régulièrement, déshydrate, ouais, on perd de l'énergie, on perd de notre capacité. Mais la capacité à faire l'effort, on en perd quand même déjà pas mal, c'est 20% de... On dit 20% de perte de capacité physique pour 2% de perte de liquide. De liquide, ouais. Et quand il fait... là, on n'avait pas la chaleur. Clairement, aux 20 km de Bruxelles, il n'y avait pas la chaleur. Point de vue haut, on avait ce qu'il fallait, mais à l'extérieur. Oui, c'est ça, quoi. Mais malgré tout, on transpire. Et donc, on en perd quand même de l'eau. Et il faut, avec la boisson isotonique, on prend. Mais peut-être, j'aurais peut-être pu aussi prendre, à la limite, des oléagineux salés pour avoir le sel qui va faire que mon corps aurait gardé mieux l'eau. Et j'ai déjà entendu aussi certaines personnes dire qu'ils mettaient du sel, carrément du sel, dans leur eau. Ah oui, pour les pertes en sel dû à la transpiration. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait un tour. De l'entraînement et de la gestion de la course, dans les grands principes. Dans les grands principes. Donc nous, on avait fait une préparation qu'on vous avait mis en ligne d'exercices à faire en parallèle des entraînements de sortie. Ici, nous, on va essayer de refaire des sorties pour se préparer. On ne va pas essayer. Ouais. On va faire. Bingo. Michel, 1 point. Effectivement, nous allons faire. Voilà, pour être prêt pour l'année prochaine et peut-être même l'Ekiden, sûrement, on va faire l'Ekiden du mois d'octobre. De Bruxelles. De Bruxelles de nouveau. Et l'idée là n'est pas de faire, donc pour ceux qui vont nous rejoindre sur l'Ekiden, l'idée n'est pas de faire un temps, mais de faire la sortie tous ensemble. On n'a pas envie de gagner le premier prix. Moi, je suis loin de ça, franchement. Mais avoir le plaisir de sortir tous ensemble et de se dire, voilà, les plus lents ou les plus débutants, parce que là, je suis pas rapide. Ça permet à tout le monde de participer à une compétition, un marathon. Donc chacun fait une partie d'un marathon, mais suivant ses capacités, le temps qu'il peut mettre et la distance qu'il est capable de parcourir. Donc c'est ça qui est chouette dans l'Ekiden, tout le monde peut participer. Ouais, voilà, donc rendez-vous en octobre à l'Ekiden. Rendez-vous sur le quai de halage. Voilà, bien avant ça, pour les entraînements. Voilà, le soleil est avec nous, donc c'est cool. Maintenant, je touche du bois, j'espère qu'il va continuer. Alors, je vous invite à essayer de vous trouver une montre cardio-fréquence-mètre. Je pense que je vais essayer de faire un petit PDF ou un petit truc où on va faire un petit comparatif des montres et des prix éventuellement. Donner des liens vers du matériel. Voilà, parce que tout le monde n'a pas envie de mettre 200-300 € dans une montre. Ça, je l'entends bien, mais par exemple, toi, tu me disais juste avant de commencer... Pour 85 €, on a déjà un système Polar, dont je suis content. Ouais. Voilà, moi, c'est un cadeau, donc je ne sais pas dire le prix, mais je mettrai la référence. Ce qui, de ce fait-là, sera facile à voir le prix. Désolée. Mais oui, il faut absolument, si vous voulez progresser, si vous voulez ne pas vous blesser, si vous voulez aussi se motiver, parce que le fait d'avoir ces pulsations cardiaques, le fait de voir sa vitesse, le fait d'avoir un petit contrôle peut vraiment vous aider à tenir la distance, à ne pas aller dans les zones qui justement vont vous tuer, parce que parfois on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on est un peu trop lent, et puis quand on regarde, on se dit « Ah ouais, mais non, finalement, ok, je suis à telle vitesse, mais mon cardio, il est en train de me dire « Wow, 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 zone rouge, stop, ralentis ». Et donc, ce contrôle-là, c'est super important pour pouvoir progresser, pour prendre du plaisir, parce que voilà, on est là pour ça. Même en dehors des séances de sport, le fait de pouvoir régulièrement avoir un suivi cardiaque,
Ça permet de mieux comprendre comment on vit au quotidien aussi. Par exemple, un jour de fatigue, un jour de stress, on va se rendre compte que les pulsations changent. Et du coup, là aussi, le jour où on va s'entraîner, on va se dire aujourd'hui ça a été un peu moins bien, mais on comprendra de l'expérience qu'on a au quotidien des variations cardiaques, de se dire oui, aujourd'hui il y avait une raison, j'étais fatigué, j'ai mal dormi, Oui. j'ai une raison. Et ça aussi, il faut l'accepter. On ne peut pas toujours être au up des downs, c'est normal. Il faut descendre pour pouvoir remonter. On n'est pas des machines. On n'est pas des machines. Voilà. Une bonne conclusion, nous ne sommes pas des machines. Pas encore. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé, aidé, motivé. Aussi, oui. Surtout. Voilà. On a couru. Moi, je ne sais pas marqué, hein, mais c'était quand même... Oui, ici je l'ai trouvé. Ouais. Oui, Michel bon, ça date, hein, c'est 2014. Oui, c'est il a l'habitude des 20 km. Moi pas, du coup, je cours en mode panda. Voilà, donc on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. C'est de trouver du plaisir comme nous, on en trouve dans le sport et dans les jogging et les trails et dans les autres séances. On se retrouve bien vite pour la prochaine... Pour une séance ou sur un parcours. Voilà. Et de toute façon, la prochaine séance, on se retrouve pour encore une vidéo pour le programme des élastiques, le programme Olivier Van Skult, le programme des vacances. Et on vous réserve une deuxième petite série de programmes, enfin un deuxième programme, je vais y arriver, un deuxième programme un peu plus intense, un peu plus cardio pour les vacances. Où là... Je ne serais peut-être pas là, j'aurais peut-être piscine. Sorry, j'ai piscine. Non. Tu m'entraînes sur les courses, t'entraînes. Je la fais la maline, mais je n'arrive pas à le fatiguer. C'est impossible. Non, on a dit qu'on n'était pas des machines. On n'est pas des machines. Donc voilà. Rendez-vous la fois prochaine pour le Holidays Van Skult. Et après, on attaque sur, je ne sais pas encore comment on va l'appeler, mais le programme... Reprise de vacances, oui. Ou reprise après les vacances, après les apéros. Donc, on n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu vers le haut. Oui, parce que je trouve ça, je comprenais, mais... Mais c'est parce que c'est en bas de la vidéo, tu vois. C'est quand clic là. De vous abonner, de nous mettre le petit commentaire après la vidéo, de nous dire tiens, ben oui, effectivement, j'y étais aussi aux 20 km. C'est aussi assez difficile. Et ça s'est très très bien passé, oui. Merci des conseils. Voilà, il y en a, hein. Moi j'en connais qui ont eu facile. Par exemple, évidemment, il était à côté d'une tortue. Et on se retrouve bien vite. Voilà. Portez-vous bien. Ciao. Salut Michel. Salut.